Bismillahirrahmanirrahim. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'abord de vous souhaiter la bienvenue à à nos hôtes, la bienvenue dans notre pays. Vous nous avez fait l'amitié de vous déplacer de bien loin parfois, comme c'est le cas de nos amis de l'Amérique latine, pour enrichir nos analyses et notre vision des réalités complexes du monde d'aujourd'hui. Vous avez bien voulu, ce faisant, apporter à nos travaux le poids que confère à vos approches personnelles la densité de votre expérience, l'autorité de votre dimension politique et l'étendue de votre connaissance des enjeux géostratégiques de notre époque. Soyez-en vivement et sincèrement remerciés. Permettez-moi aussi, et en particulier, d'adresser mes vifs remerciements à Monsieur le Président Mario Soares, ce doyen des combattants pour la démocratie et pour la solidarité euro-méditerranéenne, qui a bien voulu se déplacer et assister avec nous. C'est en adressant des remerciements à cette personnalité en particulier, je considère l'adresser à tous ceux qui sont aujourd'hui avec nous, dont M. Enrique Iglesias, mais je voudrais aussi remercier l'Université Nebreja, qui a été une partie essentielle dans les travaux de préparation de ce forum. Que Monsieur le Président de cette université trouve ici l'expression de nos vifs remerciements, mais je n'omettrai pas de remercier en particulier Monsieur Emilio Fontella et Juan de Castro de cette même université. Bien entendu, vous savez très bien quelle est l'amitié et quelle est la collaboration que nous avons entretenue avec Reinaldo Figueiredo, qui est ancien ministre du Venezuela, qui a été notre compagnon dans toute la préparation de ce forum. Merci donc à tous. Ce forum, permettez-moi également, et là je me dois de le faire, d'adresser mes respectueux remerciements à Monsieur le Premier ministre, Cédric Jotto, Premier ministre du gouvernement de Sa Majesté le Roi, pour l'aide qu'il nous a apportée et qui a été déterminante dans l'organisation de nos travaux. Je voudrais également remercier le ministère des Affaires étrangères marocain, qui a été à nos côtés dans la préparation de ce forum, et je dirais également je devrais également remercier le directeur de cette belle station, dont l'aide a en fait un véritable sponsor de notre réunion. Ce forum, Excellences, Mesdames, Messieurs, auquel vous nous avez fait l'honneur d'assister, s'inscrit dans le processus de réflexion mené par le Haut Commissariat au Plan sous l'intitulé
prospective Maroc 2030 et auquel Sa Majesté le Roi a bien voulu donner son haut patronage. Pour ce privilège qui nous comble, nous réitérons notre déférente gratitude à Sa Majesté le Roi. Ce privilège reflète l'intérêt et l'importance, tout au moins nous osons le croire, que le Maroc accorde à cette démarche prospective, située d'emblée dans le cadre d'un large débat où s'exprime un pluralisme des points de vue, dans une libre expression et dans le cadre d'une interactivité. Ce sont autant de conditions préjudicielles à toute prospective utile. Pour alimenter ce débat, le HCP a entrepris, riche des conclusions d'une série de forums internationaux, d'études et d'enquêtes ciblées, a entrepris l'élaboration de scénarios globaux ou sectoriels devant bientôt être soumis au plus large débat national possible. 3 secteurs spécifiques ont été choisis en raison de 3 facteurs essentiels. Leur poids actuel ou futur sur l'évolution de notre pays, c'est le cas en particulier de l'agriculture. Le caractère prioritaire c'est également soit donc le caractère prioritaire, soit encore le caractère prioritaire que leur confère l'orientation de la politique gouvernementale, c'est le cas évidemment du tourisme, ou encore la dimension qu'il revêt dans notre pays en raison des contraintes et opportunités potentielles qu'il constitue pour la compétitivité de notre économie et le développement durable de notre pays. C'est le cas typique de l'énergie. Dans le même ordre de réflexion, le Haut-Commissariat au Plan a élaboré, en appui à la vision du Maroc 2030, un plan stratégique de développement économique et social couvrant la période intermédiaire 2007-2015. Il présente des scénarios de politique économique s'articulant autour de 2 vecteurs, la croissance et le développement humain. Les 3 scénarios ont été élaborés sur des hypothèses relatives au degré d'ouverture à la compétition internationale et au niveau d'insertion dans la mondialisation. Ces 2 facteurs constituent des choix fondamentaux de notre pays et une réalité qui s'impose de toute façon à tous. Le premier des scénarios étudiés est celui où le pays subirait cette ouverture en se limitant à des politiques réactives. Le deuxième scénario se réfère à des politiques ultralibérales s'appuyant sur des réformes macroéconomiques accélérées et les déployant les nécessaires filets sociaux pour en atténuer les effets sur les populations les plus vulnérables. Enfin, le troisième scénario est celui d'une ouverture maîtrisée, basée sur un nouveau pacte national de progrès, la recherche concertée de nouvelles formes de compétitivité où le secteur privé est appelé à monter en puissance. La puissance publique, de son côté, ne se départirait pas de sa fonction de stratège, de régulateur et de pilote pour la promotion d'un développement humain durable. Cependant, ces scénarios ne constituent bien entendu pas ni des prévisions, ni des projections. L'objectif qui leur est assigné est de donner des images contrastées des futurs possibles, afin de permettre à tous les acteurs de la vie nationale de bien en mesurer les implications et les conséquences.
Des trois scénarios explorés, le troisième s'impose de lui-même en ce qu'il paraît pouvoir répondre le mieux aux multiples défis posés au pays. C'est certainement le plus exigeant, celui qui implique une évolution du modèle de croissance actuel du pays, qui interpelle tous les secteurs d'activité, qui réalise une bien meilleure intégration des dimensions économiques, sociales, environnementales et culturelles du développement, et demande un repositionnement du rôle de l'État et une décentralisation institutionnelle ainsi qu'une synergie des actions plus efficientes. C'est le scénario d'une nouvelle gouvernance conforme aux orientations fondamentales impulsées par Sa Majesté le Roi et conforme aussi aux exigences d'une société ouverte sur les acquis et les valeurs universelles du monde moderne et ancrée dans les valeurs de son patrimoine culturel et spirituel. Il s'agit en définitive d'un projet de société. Du projet de société qui réunit un large consensus aujourd'hui et suscite une mobilisation réelle derrière le leadership national. Cette réflexion prospective nous a permis de mesurer nos forces et nos atouts par rapport à la dure concurrence qui caractérise le marché mondial. Tirant son essence du progrès technologique, des gains de productivité conséquents et d'une optimisation des coûts logistiques sans précédent, cette concurrence est désormais exacerbée par les effets d'économie d'échelle et de concentration des moyens dans un processus maîtrisé d'allocation rationnelle des ressources. Nous mesurons à notre échelle nos faiblesses et nos handicaps. Et nous sommes convaincus que nous pouvons les transformer en arguments compétitifs face à l'émergence de l'économie de la connaissance et le développement extraordinaire du tertiaire. Nous sommes cependant conscients que notre engagement dans cette mondialisation serait plus fructueux pour le bien-être de nos populations et son coût mieux réparti dans le temps et l'espace s'il était situé par rapport aux grandes configurations régionales. Dans le cadre de cette vision, l'analyse par les différents forums dédiés à notre réflexion prospective relative au contexte géostratégique dans lequel s'insèrent les scénarios du Maroc 2030 a révélé deux éléments stratégiques essentiels. L'importance d'une forte insertion dans l'espace euro-méditerranéen, le caractère vital d'une posture d'ouverture sur notre environnement régional naturel. D'ailleurs, l'histoire, la géographie et nos valeurs culturelles et spirituelles le commandent. L'option euro-méditerranéenne recèle une dynamique puissante, résultat de notre arrimage économique et humain à l'Union européenne qui s'impose d'elle-même. Le piétinement du processus de Barcelone, les contours flous de la nouvelle politique de voisinage et la crise institutionnelle de l'UE sont autant de raisons à une reconsidération des schémas traditionnels de développement qui ont dominé la relation entre les deux rives de la Méditerranée. Prendre en compte l'évolution de l'Union européenne en quête d'identité et celle d'un Maroc s'inscrivant dans une valorisation de ses capacités de développement endogène et de fidélité à son héritage culturel et spirituel nous semble fondamentale. Cette option euro-méditerranéenne n'aurait pas de sens stratégique sans la prise en considération de son hinterland naturel, l'Afrique. Le Maroc y a ravivé ses racines géographiques, historiques et humaines et fait aujourd'hui preuve d'une réelle perspicacité
dans l'identification des immenses opportunités de coopération et d'une constante et ambition, et il fait preuve également d'une constante et ambitieuse volonté d'exploiter toutes les dimensions de ces opportunités pour l'intérêt mutuel. Notre option méditerranéenne ne peut pas, par ailleurs, faire l'impasse sur un partenaire commun qui demeure la superpuissance mondiale. Les perspectives à long terme nous montrent que les États-Unis d'Amérique demeureront leaders sur les plans de la croissance, de la technologie et de l'attraction démographique, ainsi bien entendu que sur le plan stratégique. Les affinités culturelles et la similitude des itinéraires historiques et des enjeux géostratégiques de notre pays avec les pays d'Amérique latine ont été considérés dans notre réflexion comme devant constituer de puissants ressorts dans la promotion à l'avenir de multiples partenariats avec cette région du monde où notre patrimoine culturel commun avec l'Espagne et le Portugal doivent jouer le rôle d'un remarquable levier. De même, malgré la persistance d'une situation extrêmement préoccupante au Moyen-Orient et la complexité de ses composantes géostratégiques et géopolitiques, les scénarios du Maroc 2030 ont retenu l'hypothèse optimiste d'un épuisement dans cette région de la culture dangereuse du ressentiment et l'avènement d'une ère de paix et de dynamisme économique qui lèverait une hypothèque qui paralyse la communauté euro-méditerranéenne et renforcerait les partenariats déjà actifs entre les pays du Golfe et le Maroc. Dans le cadre de cette régionalisation à géométrie variable, dans laquelle nous avons situé notre réflexion prospective et l'approche des futuribles de notre pays, la dimension maghrébine demeure centrale. Si je l'aborde en dernier, c'est pour m'y consacrer davantage. Excellences, Mesdames, Messieurs, si de l'avis de beaucoup d'observateurs, le Maroc se situe actuellement dans un itinéraire de croissance de nature à maximiser l'exploitation de ses capacités de développement endogènes, il ne peut rester indifférent, en particulier, à la nécessité de se consacrer, avec ses partenaires, à la revitalisation du projet d'édification du Maghreb. Ici, les priorités en termes d'intégration se situent dans le contexte géostratégique, autant au niveau économique, social et environnemental qu'au niveau de l'impératif sécuritaire. Cette double exigence part de la constatation qu'une vision globale de l'espace économique, une vision globale et prospective de l'espace économique est aujourd'hui nécessaire. L'importance d'une nouvelle géographie économique replace la dynamique du développement territorial au cœur de la réflexion économique et des processus d'intégration régionale. Divers paradigmes convergent en effet vers une conception globale du développement, dans laquelle les territoires ne sont plus un facteur circonstanciel à incorporer à l'analyse de la croissance, mais sont considérés comme un facteur essentiel des processus de développement humain durable. À cet égard, force est de constater, s'agissant du Maghreb, que l'UMA, l'Union du Maghreb arabe, reste encore largement virtuelle. En dépit de quelques accords qui ont été passés entre ses composantes nationales, de l'élaboration de quelques plans sectoriels et de quelques rares initiatives d'une société civile en voie d'émergence. Ainsi, au moment où le renforcement des unions régionales devient capital pour une insertion positive
dans la mondialisation, l'Union maghrébine présente l'image d'un projet largement en panne, dépendant foncièrement de l'Europe pour son activité économique et commerciale. Le renforcement d'une capacité de négociation avec l'UE et d'autres groupements régionaux devrait pourtant être un puissant mobile pour renouer les liens intermaghrébins et définir des attitudes communes. Cependant, loin de faire front commun, les pays du Maghreb ont opté pour une approche unilatérale pour leur relation à l'Europe. Ce choix ne favorise guère le rapprochement des pays du Maghreb. Il est de nature à générer des contradictions systémiques insupportables et ne permet pas d'entrevoir des ruptures possibles dans l'immédiat. Les raisons ayant jusqu'à maintenant freiné la dynamique maghrébine tiennent malheureusement à des oppositions politiques peu fondamentales qui, entretenues depuis quelque 30 ans, ont occulté les vrais débats sur le fond des problématiques. L'absence de projets socio-économiques et géostratégiques pour le futur, susceptibles de mobiliser les acteurs de développement de la région, particulièrement les acteurs socio-économiques privés, la société civile et les jeunes générations, constitue encore un obstacle à toute vision volontariste d'intégration. Les enseignements tirés des expériences des pays ayant réussi leur intégration économique, sans au préalable assurer l'intégration politique, mettent en exergue les effets induits de la libre circulation commerciale sur le rapprochement des visions nationales pour l'édification de projets mobilisateurs des sociétés. Le Maghreb reste à cet égard marqué par la persistance de barrières tarifaires et non tarifaires encore excessives en comparaison avec d'autres régions. L'intégration du Maghreb est pourtant de toute évidence une nécessité économique incontournable, eu égard à la concurrence intense entre blocs régionaux et aux opportunités qu'offrent aux acteurs intranationaux et internationaux un marché régional commun. Replacée dans la perspective lointaine, une telle perspective s'impose pour des raisons évidentes d'échange et de complémentarité sud-sud. Elle s'impose aussi pour que les pays du Maghreb, qui ont séparément les mêmes ambitions de promouvoir un co-développement et un partenariat avec l'Union européenne, puissent en négocier les termes sur des bases plus avantageuses. Excellences, Mesdames, Messieurs, au moment où, au Maghreb, de nouvelles générations, moins marquées par les antagonismes idéologiques des années 60 et plus en phase avec les exigences des mutations qui s'opèrent aujourd'hui dans le monde, au moment où ces générations accèdent progressivement aux postes de commande économiques et politiques, il n'est guère irréaliste de considérer que l'intégration maghrébine sera une dimension fondamentale de la prospective du Maroc 2030. C'est de cette constatation que procède, de notre point de vue, le bien fondé d'en faire le thème d'une réflexion, avec d'éminentes personnalités représentatives de nos partenaires européens, transatlantiques et africains, et dont cette session constitue la première manifestation. Dans ce forum, notre session d'aujourd'hui est effectivement la première étape qui sera suivie par 2 sessions auxquelles nous inviterons respectivement des personnalités africaines et après maghrébines afin d'en tirer les conclusions qui s'imposent au cours de débats nationaux avec les représentants des différents secteurs de la société marocaine. Une nouvelle géographie économique du Maghreb devrait s'articuler autour d'un socle commun
de vecteur de développement humain durable qu'aucun des pays de cette région ne peut séparément réaliser compte tenu des défis et des passifs accumulés. C'est à cette réflexion que nous avons dédié les travaux de ces 2 journées et auxquels vous avez bien voulu contribuer en nous apportant votre vision et vos analyses personnelles, ainsi que vos attentes de cette récupération par notre région du rôle que ces ressources potentielles lui permettent d'assumer dans son environnement géostratégique et dans le monde. C'est là le projet qu'il incombe aux nouvelles générations maghrébines de réaliser comme une ardente obligation. Elles doivent à cet effet se convaincre que si l'espace dont elles héritent est délimité par des coordonnées géographiques immuables, il est dans tous les cas en leur pouvoir d'y imprimer une nouvelle géographie économique et de le doter d'un nouveau poids géostratégique dans le monde. C'est une affaire de vision, c'est une affaire de volonté politique. Excellences, Mesdames, Messieurs, aujourd'hui le Maghreb, qui continue encore à subir les effets déstabilisateurs des crises du Moyen-Orient, voit naître de nouveaux foyers de tension qui menacent non seulement sa sécurité, mais aussi celle de toute l'Afrique subsaharienne, de l'Europe et à terme au-delà. Pour contenir le danger de cette situation, des lueurs d'espoir se font jour. De plus en plus, les partenaires maghrébins font ce qu'ils peuvent et parfois ce qu'il faut, au détriment même des ressources qu'ils auraient souhaité affecter à leur développement pour faire face à la situation actuelle en matière sécuritaire. Par ailleurs, dans le cadre du processus de démocratisation de ces institutions, le Maroc est en passe de donner au conflit qui l'oppose à l'Algérie une issue honorable, conforme à la légalité internationale et susceptible de lever une hypothèque qui a si longtemps bloqué la construction de l'Union maghrébine. Si la prospective est un exercice d'exploration des futurs possibles, n'est-elle pas aussi l'expression d'un acte de foi, d'une volonté affichée par les acteurs de l'avenir et en définitive, une leçon d'optimisme qui transcende les aléas et les contingences? Je vous remercie de votre attention.